Mes chers amis, bonjour, bienvenue dans ce 8e épisode de Voyage à travers la matière. Nous nous sommes arrêtés sur le premier brouillon que Dimitri Mendeleïev fit cette fameuse journée du 17 février 1869. Nous allons revenir tout de suite sur cette journée. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage. Comme nous l'avons vu au dernier épisode, Dimitri Mendeleïev, ce 17 février 1869, fit donc un premier brouillon de classification des 63 éléments connus à l'époque. Si vous avez manqué cela, je vous suggère d'aller voir l'épisode précédent dont je vous mets le lien en description avant d'entamer celui-ci. Sur un deuxième essai de classification, sur la partie inférieure de la page, sous le symbole du lithium, il rajouta le chiffre 3 en note car, a priori, il aurait soupçonné déjà l'existence d'un élément de masse atomique 3, ce qu'il exprima dans un article en 1902 sur une tentative de conception chimique de l'éther universel. Il pensait à un élément de la famille des halogènes, mais sur ce point, il s'est trompé. Ah, l'éther, nous y reviendrons dans le prochain épisode. On pourra remarquer aussi que, sur ce deuxième essai, Mendeleïev changea certaines lignes de place. C'est ainsi que Dmitri Mendeleïev construisit son tableau de classification périodique. Il ne chercha pas à placer d'emblée les éléments par ordre de masse atomique croissante, mais créa sur plusieurs lignes des groupes d'éléments de même valence, de même propriétés chimiques. Puis il compara les groupes entre eux et les arrangea horizontalement, de telle sorte que les éléments les plus proches du point de vue masse atomique soient les uns sous les autres sur la même colonne. Puis, ainsi que nous l'a rapporté Kedrov, Mendeleïev constitua un jeu de 63 cartes pour représenter chacun des 63 éléments connus à l'époque. Sur chaque carte, il y avait donc le symbole d'un des 63 éléments et ses propriétés physico-chimiques principales. Puis, il fit une sorte de solitaire atomique, recomposant les familles, les plaçant les unes par rapport aux autres, les agrandissant, ce qui déboucha à un tableau plus complet. Mais il faut souligner que ce jeu de solitaire n'était qu'anecdotique et, sans le sens aiguisé et la logique chimique de Mendeleïev, ce jeu de solitaire n'aurait rien donné. Mendeleïev y était presque pour cette première version du tableau de classification. Il le remania pour le mettre au propre et y indiqua deux choses. Certaines masses posaient des problèmes dans le classement. Certains emplacements furent laissés libres pour de futurs éléments encore inconnus. Une note en bas de la page indiqua encore la date du 17 février 1869. Ce fut ce tableau qui a été imprimé dans un article intitulé « Essai d'un système d'éléments d'après leur poids atomique et fonctions chimiques ». Cet article et cette découverte ont ensuite été présentés à la réunion de la Société chimique russe le 22 février 1869, donc pour nous le 6 mars 1869, par un ancien élève de Mendeleïev, Nikolai Alexandrovitch Menchoukin, Mendeleïev ayant suffisamment retardé son inspection des coopératives laitières. L'article présenté à la Société chimique russe fut ensuite réduit de 10 à 1 page et traduit en allemand pour être publié la même année dans le périodique Zeitschrift für Chemie. Il est intéressant de remarquer qu'il y eut une erreur de traduction dans cette version allemande. En effet, le mot russe periodichevski, qui veut dire périodiquement, utilisé par Mendeleïev pour définir l'aspect périodique des propriétés en fonction de la masse atomique, fut traduit par le mot allemand Stufenweise, qui veut dire progressivement. Et alors, me diriez-vous ? Eh bien, quand Julius Lothar Meyer lut ce résumé, il pense à être en avance sur Mendeleïev en définissant la périodicité des propriétés chimiques dans son article « La nature des éléments chimiques en fonction de leur poids atomique » publié en mars 1870 dans le périodique Annalen der Chemie und Pharmacie, article dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent. Et cette petite nuance a donc créé une vive querelle entre les deux hommes. Mendeleïev publia une réponse dans le numéro couvrant la période de janvier à mai 1871 des rapports de la Société chimique allemande à Berlin. Cette réponse n'était pas destinée qu'à Lothar Meyer, mais aussi à d'autres savants comme les Allemands Gerstl, Baumhauer et le Suédois Blomstrand. Meyer, Gerstl et dans une certaine mesure Blomstrand contestaient la priorité du système de classification de Mendeleïev.
Dans cette réponse, le chimiste russe revint sur son article en allemand, en mentionnant son caractère incomplet par rapport à ses publications en russe, d'où les éventuelles méprises qu'il avait pu y avoir. Gerstel avait affirmé que les travaux du chimiste britannique William Hodling avaient suggéré le système de classement naturel des éléments de Mendeleïev. Ce dernier s'en défendit vivement, affirmant d'une part que les travaux d'Hodling étaient dans la continuité de ceux d'autres chimistes comme Pettenkofer ou Dumas, et d'autre part, la classification d'Hodling n'était pas basée sur l'étude des oxydes, chlorures et autres hydrures. Mendeleïev insista aussi sur le fait que, contrairement à Hodling, sa classification présentait un caractère périodique au niveau des propriétés des éléments. Dans le cas de Blomstrand, Mendeleïev donna son avis sur sa classification basée sur ses théories sur la polarité électrique des éléments, vague réminiscence de la théorie d'électrochimie dualistique chère à Jöns Jakob Berzelius, en harmonie avec la valence des éléments. Mendeleïev n'était pas d'accord avec cette façon de voir. Classer les éléments en deux groupes sans tenir compte de la masse atomique relative était artificiel et ne présentait pas une classification claire des éléments. Concernant Julius Lothar Meyer, Dimitri Mendeleïev admit qu'il y avait beaucoup de similitudes dans leurs travaux, mais demeura en désaccord avec les affirmations de Meyer quant au fait que ce dernier avait fourni en 1864 un travail similaire au sien en remarquant des régularités trouvées au sein de diverses familles d'éléments. Enfin, Mendeleïev épingla Baumhauer pour l'utilisation de son traité de chimie dans le seul but de replacer les éléments sur une spirale, chose qu'il trouvait peu utile et artificielle, montrant au passage ce qu'il a bien pu penser des travaux du minéralogiste français Alexandre-Émile Béguyer de Chamcourtois, qui avait été, rappelons-le, le premier à classer les éléments chimiques selon leur masse atomique relative. C'est qu'il défendait son steak, Mendeleïev, en utilisant les mêmes armes que ses rivaux, des publications dans des périodiques spécialisés. Et pour enfoncer le clou, le savant russe publia dans le fameux Annalen der Chemie und Pharmacie en 1872 un long article de presque 100 pages, achevé en août 1871 et intitulé « La régularité périodique des éléments chimiques ». Dans cet article, il avait incorporé un autre de ses articles qu'il avait alors intitulé « Un modèle naturel des éléments et son utilisation pour la prédiction des propriétés d'éléments inconnus », publié en 1871 dans le volume 3 du journal de la Société russe de chimie, journal fondé en 1869 sous l'impulsion de Mendeleïev lui-même. Si Julius Lothar Meyer et Dimitri Mendeleïev semblaient plus ou moins à égalité dans l'exercice de classification périodique et la prédiction de nouveaux éléments, Mendeleïev marqua dans cet article de 1872 une avance notable en faisant la prédiction des propriétés chimiques des éléments encore inconnus. Certes, Julius Lothar Meyer n'ignorait pas l'existence de nouveaux éléments, mais ne voyait pas l'intérêt de spéculer plus que nécessaire sur un élément inconnu. Bref, Dimitri Mendeleïev commença cet article « La régularité périodique des éléments chimiques » en faisant une petite rétrospective en saluant le travail des savants du 19e siècle, évoquant la loi d'Avogadro-Ampère réhabilitée par Stanisław Cannizzaro au congrès de Karlsruhe en 1860, congrès auquel, rappelez-vous, il avait participé. Il évoqua les travaux de classement de Pettenkofer, Dumas, Hodling, Lenzen et d'autres. Puis il poursuivit en reprenant le fil de son raisonnement et définit la loi périodique comme étant les relations mutuelles, qui restaient à développer, entre les propriétés des éléments et leur masse atomique. Et ces relations prenaient la forme d'une fonction périodique. Mendeleïev présenta un premier tableau de classification et précisa que la plupart des masses atomiques des éléments y étaient présentées sans décimales, car il n'était pas convaincu de leur exactitude. Il profita de ce tableau pour corriger à tort la masse atomique du tellure en se basant sur la loi périodique. En effet, il situa le tellure sur la même ligne que le soufre et le sélénium et sur la même colonne que l'antimoine et l'iode. Oui, J, c'était l'iode en langue allemande à l'époque. Il était admis en 1870 que le tellure avait une masse atomique relative de 128. En 1812, Jöns Jakob Berzelius avait trouvé 116,
puis 129 en 1818. Mendeleïev avait des doutes quant à l'exactitude de la masse atomique du tellure. Du fait qu'il était situé entre l'antimoine et l'iode, sa masse atomique relative devait se situer entre 122 et 127. La différence de masse atomique entre l'antimoine et l'arsenic donna 47, tout comme la différence de masse atomique entre le brome et l'iode, tout comme la différence de masse atomique entre le zinc et le cadmium. Pour Mendeleïev, la masse atomique relative du sélénium était plus fiable que celle du tellure. Donc, si le sélénium a une masse atomique relative de 78, alors la masse atomique du tellure devait être 78 plus 47 égale 125. Il remit également en question la masse atomique de l'uranium, dont la formule de l'oxyde admise à l'époque était U2O3. Ce qui faisait, après analyse, la masse atomique de l'uranium était de 120. Cependant, 120, dans la classification de Mendeleïev, ça n'avait pas de sens. Il établit donc que la formule de l'oxyde d'uranium était UO2, et que par conséquent, la masse atomique relative de l'uranium devait être de 240. Il présenta ensuite un second tableau où il rangea les familles non plus en ligne, mais en colonnes, ce qui nous est plus familier à présent, et les numérota avec des chiffres romains. Le classement des éléments fut fait en fonction de leur réaction avec l'oxygène, créant ainsi des oxydes, et l'hydrogène, créant ainsi les hydrures. Et au sein de chaque groupe, Mendeleïev fit la distinction entre deux sous-groupes, les uns à droite de la colonne, les autres à gauche, en fonction de caractéristiques chimiques communes. Dans son article, tout comme dans celui qui était paru dans le journal de la Société russe de chimie, le chimiste russe fit donc ses prédictions quant à de nouveaux éléments jusque-là inconnus pour lesquels il avait laissé des places dans son tableau de classification périodique. Pour éviter d'avoir à nommer ces hypothétiques éléments, il préféra au sein d'un même groupe utiliser le nom de l'élément connu juste avant l'élément inconnu et de mettre en préfixe un mot issu du sanskrit, Eka pour l'élément inconnu venant juste après l'élément connu du même groupe, Dvi pour un deuxième élément inconnu consécutif et Tri pour le troisième élément inconnu consécutif. Par exemple, Mendeleïev avait laissé deux emplacements vides consécutifs dans le premier groupe, juste en dessous du césium. Donc, si vous avez bien suivi, le premier élément inconnu juste en dessous du césium devait prendre le nom temporaire de écacésium, et le deuxième élément inconnu juste en dessous de l'écacésium devait prendre le nom temporaire de dvicésium. En fait, en sanskrit, Eka, Dvi et Tri voulaient dire 1, 2 et 3. Il commença ses prédictions avec l'Eka-bore, donc l'élément juste en dessous du bore. Du point de vue masse atomique relative, l'Eka-bore se trouvait entre le calcium de masse atomique 40 et le titane de masse atomique 48. Donc l'Eka-bore devait avoir une masse atomique relative d'environ 44. Il définit la formule de l'oxyde d'Eka-bore EB2O3, similaire à l'oxyde de bore B2O3 et l'oxyde d'aluminium Al2O3. Du point de vue propriétés chimiques de l'Eka-bore, il ne put se fier aux éléments au-dessous de lui dans le groupe 3, comme l'yttrium, le didyme, qui n'était en fait pas un élément simple, ou l'herbium, car la position de ces trois derniers éléments demeurait incertaine. Il définit donc les propriétés de l'Eka-bore par analogie atomique avec le calcium et le titane se trouvant sur la même ligne et définit ainsi que l'oxyde d'Eka-bore devait avoir des propriétés acides faibles et donc de fortes propriétés basiques. En prenant en compte que le volume atomique du potassium était de 50, celui de calcium à peu près de 25, celui du titane et du vanadium à peu près de 9, il estima que le volume atomique de l'Eka-bore devait être de 15 et donc sa densité devait être voisine de 3. Entre le zinc et l'arsenic, deux autres éléments inconnus, appelés temporairement Eka-aluminium et Eka-silicium. Mendeleïev estima leur masse atomique respective à 68 et 72. Du fait que le volume atomique du zinc était de 9, de l'arsenic de 14 et du sélénium de 18, il estima celui de l'Eka-aluminium à 11,5 et celui de l'Eka-silicium à 13. Par conséquent, la densité de l'Eka-aluminium devait être voisine de 6 et celle de l'Eka-silicium à 5,5. Tout comme l'Eka-bore, il évalua les propriétés des oxydes, mais aussi des fluorures. Mendeleïev évoqua aussi, mais sans développer autant que les éléments précédents, l'Eka et le dvicésium, dont il estima les masses atomiques respectives à 175 et 220. L'Eka-nobium, dont la masse estimée devait être de 146, l'Eka-tantal, de masse atomique estimée de 235, l'Eka-manganèse, de masse atomique estimée de 100.
Et il ne fallut pas attendre longtemps avant de vérifier les prédictions de Mendeleïev. En 1875, le chimiste français Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran isole un nouvel élément chimique qu'il nomma, en l'honneur de la France, gallium, à moins que ce ne soit par rapport au mot latin gallus pour coq. Cet élément présentait une masse atomique relative de 69,9 et une densité de 5,9. Oui, l'élément inconnu appelé Eka-aluminium venait d'être découvert 4 ans après la première publication des prédictions de Mendeleïev. 4 ans plus tard, soit en 1879, le chimiste suédois Lars Fredrik Nilsson isola dans des minerais d'euxénite et de gadonylite l'oxyde d'un nouvel élément qu'il mit en évidence par spectroscopie. Cet élément fut nommé scandium, en l'honneur de la Scandinavie. Cependant, ce fut son compatriote, le géologue et chimiste Per Theodor Cleve, qui fit le rapprochement entre le scandium et l'Eka-bore, cet élément jusqu'alors inconnu décrit par Mendeleïev. Pour la petite histoire, le scandium pur n'a pas été obtenu avant 1938. C'était donc pour cela qu'en 1879, il a fallu se contenter de l'oxyde de scandium de formule Sc2O3 pour l'identification de ce nouvel élément. Puis, 7 ans plus tard, au début 1886, le chimiste allemand Clemens Alexander Winkler isola un nouvel élément issu du minerai d'argyrodite qu'il nomma germanium. Winkler pensa tout d'abord être en présence d'un métalloïde, comme l'antimoine et l'arsenic, et pensa avoir trouvé l'Eka-stibium. Mendeleïev, lui, pensa plus probable en raison de la solubilité du chlorure de germanium et de la couleur blanche du sulfure de germanium que Winkler ait découvert l'Eka-cadmium, un élément entre le cadmium et le mercure. Cependant, le chimiste allemand Victor von Richter et 2 jours plus tard Julius Lothar Meyer s'exprimèrent en faveur de l'Eka-silicium. Winkler fit des mesures et releva la masse relative du germanium à 72,32, sa densité à 5,47 et son volume atomique à 13,22. Cela correspondait bien à l'Eka-silicium prédit par Mendeleïev. Ces 3 découvertes furent faites du vivant de Dimitri Mendeleïev et permis de faire reconnaître sa classification au sein du monde scientifique. Je ne pensais pas être un jour témoin de la justification de cette conséquence de la loi. La réalité en a décidé autrement. À peine 20 ans après que j'eus décrit les 3 éléments, l'Eka-bore, l'Eka-aluminium, l'Eka-silicium, j'ai eu l'extrême joie de les voir découverts et baptisés des noms du pays où a été faite la découverte des minerais très rares qui les renferment. Le gallium, le scandium, le germanium. Ce sont les auteurs de cette découverte qui ont contribué à entraîner la conviction générale. Michael Dan Gordin, historien des sciences, rapporta que Julius Lothar Meyer souhaitait juste être associé au processus de création du tableau de classification, sans demander la priorité sur la découverte. Mais Dimitri Mendeleïev le lui refusa, estimant qu'il n'avait pas à partager avec quiconque sa découverte. Ce qui, à la lumière de l'histoire de la classification, le montra plutôt présomptueux, car des prédécesseurs, des savants qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la classification, il y en a eu. D'Oberheiner, Gmelin, Pettenkofer, Dumas, De Champ-Courtois, Newlands, Hodling, Lenzen et Lothar Meyer. Cependant, les chimistes de la fin du XIXe siècle ont souvent attribué à Lothar Meyer et Mendeleïev le crédit partagé de la création du système périodique. En 1882, ils reçurent tous deux la prestigieuse médaille Davy de la Royal Society de Londres. Les manuels de chimie, à la toute fin du XIXe siècle, mentionnaient souvent Lothar Meyer et Mendeleïev comme co-créateurs du système périodique. Meyer décéda en 1895, et Mendeleïev, qui décéda 12 ans plus tard, en 1907, continua à revendiquer la paternité exclusive du système périodique. Mais c'est l'importance économique croissante de l'Empire soviétique par la suite et les agissements de l'Allemagne nazie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont fait que seul le nom de Mendeleïev fut resté attaché au tableau de classification. Mendeleïev, à titre posthume, avait obtenu ce qu'il avait voulu, être le seul père incontesté du système périodique. Et non, nous n'avons pas encore terminé, il reste une famille d'éléments restés dans l'ombre et là-dessus, Dimitri Mendeleïev n'a pas dit son dernier mot. Nous verrons cela au prochain et dernier numéro de cette saga. Si mon travail vous a plu, alors je vous invite à vous abonner et à actionner la petite cloche pour ne pas louper d'épisodes. Mais
également à laisser un commentaire, un pouce en l'air, cela permettra à cet épisode d'être mieux référencé et d'être vu par d'autres personnes. N'hésitez pas également à partager. Pour l'heure, je retourne parcourir les routes de l'électron et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien.